Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 20e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec le baume sonore numéro 19, dédié à la prostate. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. Depuis le début, ce voyage nous réserve de drôles de surprises. C'est donc une étape un peu spéciale dont nous allons parler aujourd'hui et qui n'est pas sans rappeler pour ceux qui nous suivent l'étape numéro 8. Dans l'étape précédente, nous nous sommes quittés sur le baume foie et notamment la purge mémorable que tu as traversée. Or, nous savons aujourd'hui toutes les deux que cette étape n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. Comme si un bouchon avait sauté, mais pour permettre d'aller chercher et extraire une racine plus profonde encore. Et en effet, dans les jours qui ont suivi notre enregistrement, tu as dû te faire opérer pour retirer la vésicule biliaire. Quand tu m'as appris la nouvelle, j'ai immédiatement reçu l'information que cette opération faisait partie intégrante du processus. Elle était encadrée et était une formalité, entre guillemets, qui devait être accomplie sur ce plan. Je rappelle que tout est le processus et que celui-ci est balisé, encadré et protégé pour celui qui s'engage. Et ça peut effectivement nécessiter une opération sur le plan physique. Alors rassurez-vous, au moment où nous nous parlons, l'opération s'est bien déroulée et tout est rentré dans l'ordre. Il se trouve que depuis cet événement, beaucoup d'informations sont descendues de mon côté et ont apporté un éclairage sur ce qui a émergé en toile de fond, c'est-à-dire une mémoire qui se rejoue depuis des vies avec une forte empreinte de magie noire. Et ce point est capital, parce que sans cette charge, l'affaire serait réglée et digérée, si je puis dire, depuis bien longtemps. Mais avant de donner plus de détails, j'aimerais d'abord te demander comment tu te sens aujourd'hui, Léa, et puis je te propose de revenir sur ce qu'il s'est passé pour toi depuis l'épisode précédent, avant que je donne de mon côté les informations que j'ai reçues. Alors, comment te sens-tu aujourd'hui, Léa ? Aujourd'hui, je me sens très bien et j'ai vraiment vécu tout ce qui s'est passé comme une libération et l'ablation de quelque chose qui m'avait fait souffrir et qui a été gangréné depuis bien longtemps. Même si, effectivement, quand c'est arrivé, je ne l'ai pas du tout vu venir parce que pour moi, ce que j'avais identifié comme une crise de foie, ce que j'avais purgé juste avant était l'aboutissement et je ne me doutais pas qu'il y avait une suite. Donc, pour reprendre le cours des événements, quelques jours plus tard, j'ai recommencé à avoir une douleur similaire, donc une genre de barre au niveau du diaphragme, qui partait de la région du foie et qui traversait mon abdomen. Et je me suis retrouvée un mardi comme ça, sans crier gare, après avoir accroché d'une réunion avec mon assistante, à passer d'une douleur de 0 à 9 sur 10 en 15 minutes. C'était hors de tout ce que j'ai connu en termes de douleur physique, c'est-à-dire que j'ai dû appeler Stéphane pour qu'il soit à côté de moi parce que j'arrivais plus à réfléchir clairement. Je me tortillais dans tous les sens, je pleurais. C'était vraiment extrêmement douloureux. Donc, il m'a soutenue, il m'a fait un soin et ça s'était un peu calmé. Je comprenais pas encore ce qui se passait. Et puis, finalement, le soir, j'ai décidé d'aller aux urgences parce que la douleur était vraiment insoutenable. Et donc, après une batterie de tests, on s'est rendu compte que j'avais une pierre qui coinçait dans la vésicule biliaire. Et en fait, que je pourrais pas remanger sans que ça me déclenche des douleurs qui sont vraiment atroces. Et très rapidement, les médecins m'ont expliqué que je devrais me faire opérer. Tout simplement, il n'y avait pas de moyen d'enlever ce calcul autrement que d'enlever tout l'organe avec. Et alors, le choc passé peut-être quelques minutes, j'ai vraiment senti que oui, c'était juste et qu'il fallait le faire. Et là, j'ai pas eu peur, en fait.
Alors, je suis restée 4 jours à l'hôpital et puis, évidemment, ça n'a pas été très agréable parce qu'il y a une série d'examens qui sont un peu intrusifs sur le plan physique, notamment une endoscopie, d'autres manœuvres où il faut vraiment rentrer des tubes dans l'estomac et on est conscient. Mais la chirurgie en tant que telle s'est déroulée vraiment, j'étais entre les mains de quelqu'un en qui j'avais confiance. J'ai vraiment eu une genre de réconciliation aussi avec le monde médical et le monde de la médecine, qui n'est pas forcément un monde avec lequel j'étais en paix. Et là, j'ai reçu vraiment beaucoup d'accueil, beaucoup d'amour. J'ai été très bien accompagnée. Et l'opération donc a consisté à retirer la vésicule, faire quelques petites entailles, les recoudre et me ramener chez moi quelques jours après. Donc là, ça fait 2 semaines et je me porte très bien. Donc mon corps cicatrise en fait et je reprends tranquillement mon autonomie, on va dire. Mais vraiment avec la sensation que j'ai été délestée de l'origine de ce qui me faisait tant souffrir sans qu'on puisse encore vraiment l'expliquer jusqu'à aujourd'hui, je crois. Alors naturellement, le baume prostate a été différé. Donc tu as écouté le baume sang pour favoriser la cicatrisation et l'élimination des sédatifs. Oui, pendant 1 semaine en fait. En gros, j'ai eu 3 entailles dans l'abdomen, donc 1 vraiment au niveau de la vésicule, 2 qui sont plus bas et 1 à travers le nombril. Alors physiquement, j'ai passé certaines huiles, etc. Et le baume sang, effectivement, je le sentais comme irriguer en fait les zones qui devaient se reconstruire sur le plan cellulaire. Et effectivement, c'est un bon point aussi, l'évacuation des drogues, parce que j'ai eu donc une anesthésie générale, mais j'ai aussi eu d'autres sédatifs et de la morphine. Et j'ai demandé en fait à ce qu'on me mette une bonne dose. Je me tourne pas facilement vers les sédatifs, mais là, franchement, je me suis dit, arrête ton char, Léa, c'est bon. tu vas prendre l'aide qu'on te propose et ça va être très bien. Mais vraiment, j'étais pas inquiétée outre mesure et tout se passait très bien, en fait. Et d'ailleurs, quand tu m'avais envoyé ce message en me disant « pense à moi », j'ai briefé mon équipe là, j'ai dit « tout le monde sur le coup, vous m'encadrez l'opération ». Et tout s'est parfaitement déroulé, donc une bonne chose de faite. Alors, c'est intéressant ce que tu évoques par rapport à ces a priori qu'on peut avoir sur le milieu médical. Il y a aussi une dualité à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand tu es engagé dans le processus, encore une fois, il est balisé, protégé, sécurisé. Donc, quoi que tu vives, tu vas rencontrer les bonnes personnes, les meilleures conditions possibles pour vivre ce qu'il y a à vivre. Quand bien même il s'agirait d'une opération dans le milieu hospitalier. Tu vois ? Oui, tout à fait. C'est pas parce que tu franchis les murs d'un hôpital que le processus s'arrête. Non. Tu es toujours dans le processus. Toujours. Alors, suite à cet événement, beaucoup d'informations sont descendues de mon côté et m'ont montré qu'il s'agissait en toile de fond d'une mémoire qui se rejouait depuis des vies, et comme je l'ai dit en introduction, avec une forte empreinte de magie noire. Et c'est pour ça que c'était encore bien présent et si douloureux de recontacter ça. Or, l'élément déclencheur qui va faire remonter cette charge en toi, c'est cette situation triangulaire que tu nous as décrite et qui met en présence 3 personnages. Toi, ton nouvel amoureux et son ex-petite amie. Et dans cette situation, tu vas vivre, ou plutôt revivre, un stress assez irrationnel avec une information en toile de fond qui est « j'ai peur d'être rejeté, de perdre ma place et de perdre mes acquis ». Et c'est important ça, c'est pas juste perdre ma place, c'est perdre mes acquis. Mais ce qui se manifeste, ce qui remonte de tes profondeurs à ce moment-là, c'est bel et bien une mémoire qui repose justement sur un triangle passionnel toxique. Et le trio dont il est question dans cette mémoire va se retrouver dans plusieurs vies avec un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire que les personnages vont tourner, changer de rôle, de costume, sans que chacun parvienne à se libérer à cause justement de la magie noire qui est restée collée durant des vies. Et pour ma part, c'est bien cette charge que tu as vomi dans l'épisode précédent grâce au baume foie.
Et rappelle-toi, tu avais notamment évoqué une présence ou une entité qui était sortie de ton corps. Nous sommes donc face à une sorte de pattern qui va se répéter dans plusieurs incarnations et qui met en scène 3 personnages emblématiques. Un mâle dominant, puissant, une jeune femme qui n'a pas d'identité propre et qui est sous son emprise, y compris sexuelle. Et le 3e personnage est une rivale qui va prendre l'ascendant et qui va littéralement prendre sa place, la jeune femme étant jetée aux oubliettes. Et au fur et à mesure que je recevais ces informations, je voyais toutes sortes de décors, de personnages différents, mais qui avaient tous en commun une liaison passionnelle, triangulaire, une emprise entre un homme puissant et une femme de condition modeste qui est rejetée et mise au banc, suite à l'apparition d'une rivale qui va tout faire pour s'attirer les bonnes grâces du maître et en tirer avantage. C'était toujours le même scénario, avec une forte sexualité, une passion obsessionnelle, de la jalousie, de la trahison, de la manipulation et l'utilisation de magie noire. L'histoire, vous vous en doutez, se terminait invariablement mal par une mort violente et le plus souvent la mort de la jeune fille en question. Or, il se trouve que dans cette incarnation, Léa, et dès les premières années de ta vie, c'est-à-dire durant ton enfance, ce triangle infernal va se reformer à travers le personnage de ton père et de ta belle-mère. Et nous avons déjà parlé de l'ambiguïté des liens et de cette rivalité entre vous. Même si on a levé le sceau de l'interdit à travers cette mémoire d'inceste, une histoire peut en cacher une autre et une mémoire peut en cacher une autre. Donc là, c'est un autre niveau d'information. Et si on fait maintenant un petit retour en arrière dans ce voyage, tout apparaît de manière extrêmement cohérente. Dans l'étape 7, par exemple, nous avons parlé de ta blessure originelle qui est la trahison du cœur. Dans l'étape 8, tu m'as confié cette peur irrationnelle de perdre tes acquis, avec la pensée que tout peut se reperdre en un jour. Dans l'étape 19, nous avons parlé du feu de la révolte intérieure, de toute cette bile liée au stress, de ce sentiment d'avoir été nié et dépossédé de ta place. Et si d'aventure on douterait encore de l'intelligence du processus, eh bien, la libération de cette racine infectée coïncide avec la date de ton anniversaire. On peut donc difficilement faire plus synchro, le timing est parfait, et le processus de régénération dont j'ai dit précédemment qu'il était en lien avec le baume-foi est bien en cours. Et enfin, je terminerai sur ces mots. Je me souviens t'avoir dit récemment, tu ne pourras pas entrer dans ton nouvel appartement, ta nouvelle demeure et ta nouvelle vie avec de vieilles valises, autrement dit, de vieilles charges. Donc la racine infectée qui était en toi depuis longtemps, cette charge qui maintenait son emprise sur toi et sur ta vie, a été libérée, mais ça demandait d'aller jusqu'à cette opération pour y mettre un terme définitif. Alors, est-ce que tu peux me dire, au moment où je renomme toutes ces informations, comment tu te sens et ce qui vibre en toi à cet instant, Léa ? À cet instant, c'est vraiment un sentiment de grande légèreté et de liberté. Je n'étais encore pas là il y a quelques heures avant qu'on se parle, où j'étais encore habitée par beaucoup d'émotions et une forme de tristesse qui était en train de réémerger et de remonter. Et il faut préciser qu'au moment où on devait enregistrer, on a décidé de mettre l'enregistrement en pause et de faire un soin, justement. Oui, parce qu'il y avait cette phrase qui revenait en boucle de cette tristesse d'avoir été jetée à la poubelle. Et c'était vraiment les mots que j'entendais. Et là, non, c'est plus là. Et j'essaie de faire un état des lieux. Et alors, à la fois, il y a cette légèreté, et à la fois, c'est très activé. C'est-à-dire que, alors, les endroits où il y a eu les entailles là, dans mon abdomen chauffent en fait en ce moment. Et je sens quelque chose qui circule vraiment beaucoup dans tout mon corps.
Mais il y a aussi cette émotion de libération, c'est-à-dire vraiment, je me sens, comment dire, nouvellement née. Oui, à la fin, comme tu dis, quand tu le nommes, la fin définitive de ce triangle et de ce trio, mais quel soulagement profond et indicible. Alors, je vais revenir un petit peu sur les différents scénarios que j'ai perçus, c'est-à-dire que j'avais l'information de ce triangle toxique qui n'en sort pas, mais c'était très imagé, c'est-à-dire que tantôt, ça prenait la forme d'un riche sultan entouré d'un harem, avec une favorite de caste inférieure qui avait été arrachée à son milieu d'origine pour servir d'esclave sexuelle. Donc certes, elle était belle, elle pouvait devenir la favorite, mais n'aurait jamais la légitimité dans une union définitive. Cette jeune fille était ensuite rejetée au profit d'une jeune fille issue de la noblesse, qui, elle, avait la légitimité de sa classe. J'avais aussi l'image d'un veuf fortuné sans enfant, qui prenait sa domestique pour maîtresse et puis qui la délaissait pour épouser une femme de sa condition. Ou encore un maître qui abusait de son esclave avant de la rejeter de la même manière au profit d'une autre femme. Donc, le décor changeait, les costumes changeaient, mais ce qui ne changeait pas, c'était la toxicité de ce trio et la magie noire qui avait été utilisée à des fins de manipulation, de vengeance et de pouvoir. Au-delà de ces costumes et de ces décors qui changeaient, j'avais clairement perçu le profil, la construction égotique de la jeune fille dont il était question. C'était toujours une jeune fille d'origine modeste qui était arrachée à sa famille, donc à son milieu d'origine, pour servir de domestique et d'esclave sexuelle à un maître, mais qui progressivement allait développer une sorte de passion obsessionnelle pour cet homme, avec une recherche de fusion. On a parlé de cette recherche inconsciente de fusion dans l'épisode précédent. Or, cette femme misérable n'a pas d'identité propre, elle n'est rien, entre guillemets. Mais dans cette relation, elle va devenir, ou plutôt, elle croit devenir quelque chose. Donc, elle va exister, se trouver une légitimité au travers de la passion obsessionnelle qu'elle va développer pour son maître qui en abuse, bien évidemment. Mais comme nous l'avons dit, la passion relève toujours de la possession. Et à ce moment-là, entrait en scène une rivale, une femme de haute condition, qui prenait l'ascendant en devenant soit la maîtresse officielle, soit la femme légitime. Et là, la jeune femme perdait les faveurs de son maître et tous ses acquis. Elle était ignorée, mise au rebut, jetée à la poubelle, pour reprendre ton expression, jusqu'à sombrer dans une forme de folie. Et l'histoire se terminait mal. C'est-à-dire qu'elle allait user de la magie noire, réaliser des sortes de pactes pour inverser la situation, mais cette magie va se retourner contre elle. Mais si on dépasse l'histoire et que l'on revient au centre, c'est ici aussi, encore et toujours, une histoire entre toi et toi. Et la problématique non résolue était, et je dis bien était et non pas est, je ne m'appartiens pas, je n'ai aucune légitimité tellement je porte cette empreinte de misère, je n'occupe pas mon territoire et je n'en connais pas les frontières, adossé à pour exister et être dans ma puissance, je ne peux avoir recours qu'à la magie. Et c'est cette charge qui s'est retournée contre toi et que tu as vomi dans cette dernière purge. Et c'est bien l'œuvre qui s'est jouée en toi dans ce voyage, avec le déploiement d'une conscience individualisée, d'un état d'être centrique et une libération de ces mémoires qui ont servi de trame à cette vie, mais aussi à d'autres. Pour ce qui est de la bile est un liquide jaune, légèrement verdâtre, qui est fabriqué et sécrété par le foie, puis
emmagasinée justement dans la vésicule biliaire, qui est ensuite éliminée par ce fameux canal cholédoque qui peut être bouché. Et la bile sert au processus de digestion à travers la dissolution des graisses, mais aussi l'élimination de certains médicaments ou de certaines toxines. Et la bile peut effectivement parfois se cristalliser en formant des calculs. Alors, quand j'utilise ce mot calcul, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec les stratagèmes qui ont été mis en place parce que la situation telle qu'elle était n'était pas acceptable. Je n'étais rien. Et là, il me semblait que je devenais quelque chose. Mais là, de nouveau, je perdais mes acquis, ma place, et de nouveau, je n'étais rien. Ça n'était pas acceptable pour moi. J'ai dû faire des pactes, j'ai dû faire des contrats, j'ai dû faire des serments. Tous ces calculs qui ont fini par obstruer les voies d'évacuation de la bile. Et lorsqu'on a voulu enregistrer, je t'ai proposé de faire un soin et on est allé chercher ces contractions qui étaient là en préparation pour te permettre de sortir définitivement d'une vieille matrice mémorielle. Alors, est-ce que tu peux revenir sur le soin qu'on a fait ensemble juste avant d'enregistrer et ce que tu as vécu à travers ce soin? Alors, je pense que c'est important de décrire la mise en place. Donc, je me suis allongée et tu m'as demandé de créer une ouverture en haut et une ouverture en bas. Donc, ouverture en haut, relâchement total de la mâchoire et ouverture naturelle de la bouche. Décontraction du visage et de toute cette zone. Et ouverture en bas avec ouverture du bassin et une détente générale du corps où tu m'as demandé de me laisser glisser dans mon corps. Et ça n'a pas été immédiat, donc on a dû procéder par couche et en laissant descendre en fait le mouvement vers le bas. Donc ça a commencé par une sensation de chaleur et de pointe au niveau de l'utérus qui s'est ensuite déplacée, qui était un peu au niveau des ovaires et ensuite qui a créé une genre de contraction latérale, un peu comme quand on a des contractions de l'accouchement, qui était toute la zone en fait du bas de mon ventre. Et on était quand même face à une forme de résistance et je sentais que ça voulait pas dépasser en fait ce seuil, comme s'il y avait un plongeon à faire qui était sur la retenue, avec de la peur et la peur d'aller quelque part où je sentais que c'était noir en fait. Et cette résistance avait un nom, souviens-toi, il y avait une pensée derrière cette résistance, une peur. C'est justement, j'ai peur d'exister et d'entrer dans la lumière, qui est la face opposée de la médaille, l'autre face étant « j'ai peur de ne pas exister ». Mais là, ce qu'on a contacté, c'est le revers de la médaille. C'est ce qu'il y a derrière le miroir sans teint. J'ai peur d'exister et d'entrer dans la lumière. Alors, quand on a peur d'exister et d'entrer dans la lumière, l'incarnation devient assez compliquée. Donc, je t'ai interrompu. C'était important. À ce moment-là, il restait des émotions avec cette fameuse phrase d'avoir eu la tristesse d'avoir été jetée à la poubelle, liée aussi à l'enfantement et potentiellement des enfants illégitimes jetés à la poubelle eux-mêmes. Et une fois passé ce cap, là, j'ai été vraiment plongée dans quelque chose de beaucoup plus englobant, une forme d'eau, et peut-être que tu peux en parler de ton point de vue aussi. Alors, une de mes fonctions, c'est d'aider les êtres à se mettre au monde et s'auto-enfanter. Et quand je sens que les conditions sont présentes, qu'il y a l'amorce de contraction, là, je donne des informations. C'est un processus d'auto-enfantement. Ça veut dire que l'être s'extrait lui-même d'une vieille matrice mémorielle, d'un vieux placenta, d'une vieille peau, pour renaître dans la lumière. Donc moi, mon job, c'est d'accompagner le mouvement. Et sitôt levé cette résistance qui disait « j'ai peur d'exister et d'entrer dans la lumière », là, ça a lâché. Et tout de suite, ce que je t'ai dit, pour t'aider, on est en train de te plonger dans de l'eau. Et je voyais deux êtres de chaque côté
Un petit peu comme dans le processus de baptême. C'est exactement ça, oui. Voilà, on te renverse dans l'eau, une eau épaisse que j'appelle une eau plasma, qui est à la fois de l'eau, de l'énergie, de la lumière. Et là, ça a pu descendre. C'est comme si sous l'eau restait une vieille peau, comme un costume en latex que l'on retire. Et quand ces deux êtres t'ont redressé, tu étais lumineuse et tu te tenais sur tes pieds. C'est ce que j'ai vu. C'est comme si, pour la première fois, tu te tenais sur tes pieds. Et là, tout de suite, je t'ai accompagnée au niveau de l'ouverture de la cage thoracique, comme pour initier la première inspiration à l'image de celle que prend le nouveau-né lorsqu'il vient au monde. Qu'est-ce qu'on fait? On l'aide à respirer. C'est comme si tu respirais pour la première fois. Tu étais en train de trouver toi-même ta propre source respiratoire et ta propre inspiration. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu as ressenti à ce moment-là, au niveau de la sphère pulmonaire et de la cage thoracique? C'était vraiment comme quand on reste sous l'eau et qu'on remonte à la surface et qu'on a besoin de prendre une respiration qui a un appel d'air. Donc, j'ai pris une grande inspiration qui était synchronisée avec la tienne. Et d'ailleurs, à ce moment-là, mes sinus se sont débouchés parce que j'ai toujours une narine bouchée en tout temps. Ça alterne, gauche ou droite. Et là, il y avait les deux qui étaient débouchés. Donc, j'ai senti l'oxygène rentrer à plein régime à travers mon nez. Et j'ai pris quelques grandes respirations qui goûtaient bon, tu sais. C'était l'air frais qu'on respire après avoir été un peu asphyxié, là. Alors déjà, j'étais très touchée par la présence de ces êtres parce que je sentais tellement d'amour et ça m'a touchée au cœur profondément. Et j'entendais aussi retrouver ma dignité, c'est-à-dire me remettre debout et me sentir dans cette dignité nouvelle. Alors, dans cette dignité, ce qui change, c'est que tu n'as plus besoin de lutter pour exister, pour faire valoir tes acquis, tes compétences. Tu as beaucoup lutté pour ça. Là, tu peux juste te laisser être. Et ne plus avoir peur d'exister et d'être dans la lumière. Et cette partie-là était très inconsciente chez toi, Léa. Et il y a une phrase qui est apparue, comme une boutade, une blague. Ça disait « De toute façon, tu n'existes pas ». Exactement. Et c'est très juste. C'est très juste. Le moment où vous êtes prêt à mourir est précisément celui où vous êtes prêt à vivre. C'est un moment de bascule. Et tu en étais rendu là, Léa. Ton personnage était prêt à mourir, à abandonner cette vieille peau, cette vieille matrice mémorielle. Quand tu es prête à mourir, tu es prête à renaître. Et chaque fois que vous pensez que vous n'êtes rien, tellement indigne, tellement illégitime, eh bien vous n'êtes pas loin de comprendre que vous êtes tout. Sitôt que vous êtes prêt à dire « Ok, à chaque seconde je suis prête à mourir, pas de problème », la vie devient extrêmement vibrante, extrêmement vivante. Et le processus ne parle que de ça. Soyez prêts à mourir à chaque instant et vous allez sentir à quel point vous êtes vivant. C'est le point de bascule que tu viens de traverser, Léa. Alors, on va quand même revenir sur... C'est vraiment sans transition, mon histoire, hein. Sur le baume prostate. Mais en même temps, si je puis me permettre, c'est une érection. Tu t'es remise debout sur tes jambes. Bien joué. Tu vois, c'est quand même un redressement dans la lumière. Si c'est pas une pirouette, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une tabarouette de pirouette.
Alors, tu as quand même repris les écoutes et je t'avais dit, le baume prostate remplit ici une double fonction. Il est celui qui va apporter la touche finale et finaliser la cicatrisation, mais c'est aussi celui qui va venir équilibrer le masculin et le féminin en toi. Et on voit que dans ce trio, le masculin et le féminin n'ont fait que s'opposer durant des vies et de manière très violente. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé au niveau des écoutes de ce baume ? La première écoute a été comme un soin très, 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 très enveloppant. Et d'ailleurs, après, j'ai dormi, je pense, 12 heures ou 13 heures d'affilée. Donc, j'ai vraiment senti effectivement que ça venait cautériser, ou en tout cas finaliser l'opération. Et ensuite, j'ai pas relevé d'expérience particulière pendant l'écoute. Simplement, il y avait tout un genre de recalibrage. Et en fait, la semaine du baume prostate, j'étais pas à mon meilleur, on va dire. J'étais vraiment brassée dans beaucoup d'émotions, donc très, très, très émotionnelle, très émotive, avec cette espèce de tristesse comme ça sous-jacente, des larmes qui pouvaient monter facilement, avec aussi l'impression de revenir un peu en arrière dans des comportements un peu compulsifs, un peu addictifs, le fait de manger trop, le fait de scroller, de pas arriver à m'arrêter, d'être sur les réseaux sociaux. Enfin, je reviens là-dedans, là. Et finalement, le paroxysme, enfin, qui était à la clé, c'était aujourd'hui. Donc là, c'est sûr que quand on revisite cette semaine à la lumière de ce qui vient de se passer, c'est totalement différent. Oui, parce que le processus va utiliser toutes les voies et tout le matériel à sa disposition, y compris énergétique, pour acculer l'ego, pour pouvoir cueillir l'être dans cette mise au monde. Sur ce plan matériel, on est tellement pris par notre morale moralisante, moralisatrice, que tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à nos fins. Pour l'esprit, si. L'esprit n'a aucune limite. Il va utiliser tout le matériel, sans aucun a priori, pour t'amener là où tu dois aller. Et c'est très bien comme ça. On s'approche quand même de la fin de ce voyage, il faut le dire. Pour moi, ce qui s'impose là, c'est le baume glande pinéale. Et j'ai parlé, durant notre échange, du miroir sans teint. Et c'est comme si il était important, là, d'harmoniser cette glande pinéale, qui est pour moi un centre important, mais aussi un miroir d'illusion, avec beaucoup d'écrans de fumée. Et là, dans cette renaissance, on a besoin d'y voir clair, sur tous les plans. On ne veut que de la clarté, que de la transparence. Qu'est-ce que tu en dis ? Je dis oui. Oui, là, ça s'impose. Parce qu'on se berce beaucoup d'illusions. Et je dis bercer, ça nous ramène au berceau. Et là, dans ce processus de renaissance, eh bien, il est temps de mettre à jour ce berceau d'illusions, ces écrans de fumée, ces miroirs sans teint, dont on ne voit qu'un aspect, mais pas l'autre face de la médaille. On a toujours une vision tronquée sur ce qui se joue, avec un non-accès à l'intégralité, à la globalité de ce qui se joue. C'est toujours biaisé. Oui, et ce qui me vient aussi, c'est que la glande pinéale a été le siège de beaucoup de distorsions et qu'elle a joué un rôle dans des pratiques de manipulation occulte, de contrôle mental de l'autre. Donc, il y a du ménage à faire. Il faut toujours revenir à ces médailles à deux faces. Une victime est toujours un bourreau qui s'ignore. Donc, si on continue de regarder simplement le visage de la victime, on va manquer le visage du bourreau qui se cache derrière la victime. Donc, dans la manipulation, il a toujours ces deux aspects, le manipulateur, mais aussi le manipulé. Et donc, la véritable libération consiste à embrasser la victime et le bourreau.
Embrasser le manipulateur et le manipulé. Embrasser le monstre en nous. Voilà ce qui se joue à travers la glande pinéale. Nettoyer le miroir sans teint. Toutes ces fois où on a usé et abusé de nos pouvoirs occultes. Et ça tombe bien parce que je m'apprête à aller faire le ménage dans mon nouvel appartement dont j'ai récupéré les clés juste après notre appel cet après-midi. Donc le ménage est partout. On prépare le terrain à l'intérieur et à l'extérieur. Je reviens à ce que je t'avais dit, tu ne pourras pas rentrer dans ton nouvel appartement, ta nouvelle demeure et ta nouvelle vie avec des vieilles valises. Donc, tu peux laisser tes valises là où elles sont et rentrer tel le nouveau-né dans son état le plus virginal dans ta nouvelle vie, Léa. Oui. Alors, et si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ton expérience avec ce baume, qu'est-ce que tu pourrais en dire, Léa? Alors, avec ce baume, avec tous ces baumes et le soin, c'est un petit peu un maelstrom, là. Hein. Mais je pense que je reprendrai ce qui m'est venu tantôt et de dire que c'est retrouver ma dignité. Mais pas une dignité égotique, si tu veux, c'est une dignité de l'être, avec un détachement de la recherche justement de ce besoin illusoire d'exister, là où on n'existe pas vraiment. C'est une longue phrase, mais ça serait ça. C'est intéressant parce que exister n'est pas être. Oui, c'est ça. Exister est de l'ordre de l'existence et de l'éphémère. Être est de l'ordre de l'essence. Tu es sur le seuil d'entrer dans ta nouvelle demeure, Léa, et j'en suis ravie pour toi. Merci pour ce partage. Je te souhaite une belle intégration, un bel emménagement, et je te dis à tout bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage, Léa, et de cette entrée dans la lumière et dans ta nouvelle demeure. Je t'embrasse bien fort. Je t'embrasse et j'invite tout le monde à la pendaison de crémaillère. À bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.